une fois que j'ai su pour la poterie, j'ai su, et pour te dire, maintenant je me dis mais oui, rétrospectivement c'est fou quand même, c'est que je n'ai même pas essayé de tourner ou de prendre des cours avant de me dire je vais faire ça et ce sera ma vie, tu vois. Je suis entrée dans cet atelier, je me suis dit waouh, tu sais, c'est vraiment la petite étincelle discrète qui s'allume au fond du cœur et tu sors et tu te dis c'est très discret mais c'est très profond aussi. Bonjour, bienvenue sur le podcast Le vent d'un nouveau monde. Je vous emmène à la rencontre de personnes dont le parcours ou ce qu'elles offrent au monde m'inspire ou m'aide à avancer. Car ces rencontres, pour moi, sont un moyen de se rencontrer soi et de réaliser que nous sommes peut-être, au fond, tous un peu les mêmes. Et surtout, que nous voulons tous un monde plus juste. Et si l'on commençait à l'incarner, ce nouveau monde, en s'inspirant les uns les autres et en allant à la recherche de solutions? Et si tout commençait par soi? Si tout partait de l'intérieur? Je crois que si l'on arrive ensemble à faire taire nos peurs et à suivre un peu plus notre cœur, nous ferons changer bien des choses. Je vous souhaite une très belle écoute. Parmi les personnes que je souhaitais interviewer depuis très longtemps, j'ai nommé Mathilde. Mathilde est la créatrice de Boussole. C'est peut-être sous ce nom que vous la connaissez. Sa boutique de céramique et son compte Instagram sont une ode à la poésie, à l'émerveillement et à la contemplation. C'est l'un des rares comptes que je suis fidèlement sur les réseaux, car sa plume, ainsi que ses photos de nature agrémentées de citations qui ramènent à l'essentiel, me touchent autant que ses créations. Je suis donc très heureuse de pouvoir lui donner la parole. J'ai décidé à nouveau de diviser cette interview en 2 parties. Dans ce premier épisode, nous découvrons son parcours et ce qui l'a mené au métier de potier. Prenez une belle rencontre, un pot entier de confiance à l'aveugle, ajoutez une grosse pincée d'étoiles dans le cœur et remuez longtemps mais sûrement jusqu'à ce que les peurs disparaissent et que la magie opère. Mathilde nous partage ainsi comment elle a osé se lancer dans l'aventure de l'artisanat malgré les nombreux freins intérieurs qu'elle rencontrait. Elle nous donne également un aperçu fascinant de ses explorations et expérimentations créatrices, de la complexité de ce métier qui requiert une attention et une présence entière à chaque instant, et elle nous transmet la foi qui l'habite et qui n'a cessé de se renforcer depuis qu'elle s'est lancée. Je m'appelle Mathilde, j'ai 26 ans, j'habite à Thiers et j'ai choisi comme activité pour mon quotidien l'activité céramiste. Voilà, donc j'ai un atelier boutique où je peux produire et vendre au même endroit à Thiers. Voilà, très factuellement. Ok, merci. Justement, je me demandais en fait si tu allais te présenter en tant que potière ou en tant que céramiste. Ouf, ouais. Donc peut-être avant qu'on creuse tout ça, est-ce que tu pourrais nous décrire en 1 ou 2 phrases ce qu'est la différence entre les deux et pourquoi toi tu es céramiste et pas potière? Bah alors c'est vrai que j'ai dit céramiste parce que c'est ce qui m'est venu, mais j'aurais aussi bien pu dire potière. Dans mon esprit, il y a vraiment pas tellement de différence au niveau de la signification, si ce n'est que céramique. C'est plus englobant, si tu veux, alors que la poterie, tu fais des pots. La céramique, c'est la matière, donc c'est toutes les personnes qui travaillent cette matière, alors que le potier, il va faire des pots, par exemple, et pas de la sculpture. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une connotation auprès des potiers qui est pas forcément justifiée dans le sens même du mot, mais souvent, les potiers qui font de la poterie plus artistique, on va dire, ou alors plutôt juste du sculptural, ils vont se dire céramistes, alors que ceux qui font de l'utilitaire basique, vraiment à fonction juste utile, son côté artistique, ils appellent ça plutôt de la poterie. Mais en réalité, la différence, elle est dans le fait que le potier fait des pots et le céramiste travaille la matière, donc au final, c'est assez synonyme, quoi. Juste la poterie précise l'activité du céramiste, on peut dire. Voilà, je sais pas si c'est très clair comme explication, mais donc j'aurais pu dire potière aussi, ça me dérange pas du tout, je me mets pas plus dans une case que l'autre. Oui, j'allais dire, en fait, finalement, tu es potière et céramiste, si je Oui, comprends bien ton c'est ça. explication. Ouais. Ok. Parce que la céramique, en fait, on a l'impression que c'est une matière à part, mais c'est de l'argile, c'est synonyme. Céramique, argile, c'est la même chose. Ok, d'accord.
Alors, avant qu'on passe à ton enfance, après qu'on déroule un petit peu le fil finalement chronologique sur comment tu es devenue justement potière slash céramiste, est-ce que tu pourrais maintenant te présenter de façon un petit peu plus intime, vraiment de la manière que tu le souhaites, juste voilà, qui es-tu en fait, Mathilde? Je pense que je suis une être humain comme les autres. Je pense on a tous on est tous tissés de la même substance à l'intérieur, mais on a chacun, dans ce tissage à l'intérieur, des cordes qui vont être amenées à être sollicitées plus que d'autres et qui sont peut-être chez certains plus développées, plus belles, et ça va être les cordes à notre arc pour cette vie. Donc j'ai l'impression en tout cas que ces cordes-là, on les reconnaît simplement par le fait qu'on va aimer ou être doué dans telle ou telle chose. Et donc voilà, j'ai l'impression humblement que moi, ce que j'aime, ce qui m'attire et ce pourquoi j'ai peut-être plus de facilité que quelqu'un qui aura d'autres dons qui seront différents des miens, c'est vraiment la création au sens large, une forme de créativité artistique qui va me permettre de traduire, je pense, un certain émerveillement que je vois autour de moi partout et que j'ai envie de partager à mon tour. Alors forcément avec le biais et le média de mon regard, mais essayer de transmettre cet émerveillement-là à travers la création. Voilà. Je pense que c'est ça qui me plaît le plus de faire et c'est ce par quoi, du coup, je peux peut-être, me définir plus intimement. Et bien sûr, là-dedans, il y a aussi une forme de transcendance, quoi. Quand on est émerveillé par la création, par ce qu'on voit à l'extérieur, c'est aussi pour moi comme une manière c'est presque un devoir en fait de rendre honneur à toute cette beauté que je vois autour de moi et et, et presque remercier en essayant d'imiter ce que je vois de très beau autour de moi dans la création, dans la nature, voilà. Donc voilà, ce qui m'est Mmh. venu. C'est super beau et c'est vrai que tu le fais très, très bien. Moi, je suis ton compte Instagram depuis, je pense bien 2 ans Ouais. et c'est ça qui me touche particulièrement dans ton travail, justement, cette façon, que tu as à faire une ode, en fait, finalement, au vivant, que ce soit dans tes créations ou que ce soit dans tes photos, dans tes partages, Mmh. écrits aussi. Je trouve que l'interview commence fort avec cette Ah! présentation, Bah, écoute, très tant mieux, chouette. mais c'est vrai que tout converge vers ça. En tout cas, peut-être qu'il y a d'autres biais de personnes qui ont, comment dire, différents points saillants dans le tableau de leur vie. Et moi, c'est vrai que tout converge vers cette direction-là, quoi. C'est assez clair. Mmh, mmh. Ouais, OK. Pour continuer à apprendre à te connaître, moi j'aime vraiment, retourner à l'enfance pour voir si dès Mmh. l'enfance, en fait, il y avait, des traces un petit peu de ces cordes dont tu parlais. Comment tu pourrais te décrire quand tu étais enfant et qu'est-ce que tu aimais faire? Eh ben, on m'a déjà posé cette question et à chaque fois j'avais du mal à répondre. J'ai pas forcément de souvenirs très très nets. J'ai plutôt des souvenirs d'émotions agréables, quoi. Je sais que j'ai eu une enfance chouette où je garde que le meilleur. Mais sinon, qu'est-ce que je pourrais avoir comme image? Je sais que j'aimais beaucoup les instants que je passais forcément dehors dans la nature chez mon papa qui avait une grande propriété qui était vraiment perdue dans la campagne. Et là, c'était vraiment un chouette endroit parce que ça pouvait vraiment laisser place à des rêveries que j'avais déjà souvent enfant. Je pense que j'aimais pas forcément jouer avec les autres filles de mon âge qui jouaient à la Barbie ou même à s'inventer des histoires avec des personnages. Ça, j'avais du mal à le faire. J'aimais plutôt, oui, me balader dehors. J'aimais beaucoup les animaux, ramasser des fleurs. Je sais qu'avec ma sœur, si on s'imaginait des choses, mais qui étaient plus de l'ordre de choses féeriques, on s'imaginait, voilà, qu'il y avait des petites Mmh. fées, on leur faisait des petits hôtels avec des petits fruits, des petites fleurs, voilà, des choses comme ça. Ouais, je dirais un milieu très très naturel, très champêtre. Voilà, j'aimais bien la campagne, les animaux, voilà, les fleurs, les balades, ces choses assez simples de la vie, quoi. OK et est-ce que tu te souviens si tu avais des rêves en particulier?
Des rêves de voyage, de lieu d'habitation, Mhm. de métier. Quand j'étais vraiment petite, tu veux dire? Bah, ça peut être un peu plus tard, hein. Ça peut être Ouais. fin de l'école primaire Oui, ou... oui, oui. Quand j'étais vraiment petite, qu'est-ce que j'ai pu dire pour faire reprendre la chronologie? Je pense que je disais comme beaucoup de filles que je voulais être vétérinaire. Après, il y avait l'idée du journalisme, voilà. Et puis après, quand j'ai été plus grande, je dirais plutôt collège, lycée. Là, c'était clair que je voulais faire quelque chose dans l'artisanat ou alors le domaine artistique, mais c'était pas précis. Vraiment, j'avais idée de la sphère d'activité, mais il y a tellement de choses possibles dans le domaine de la création artistique que je savais pas, et j'avais en tête décoratrice d'intérieur pendant un temps. Donc ça m'est resté longtemps. J'étais convaincue que je voulais faire ça, et finalement, ce que je fais aujourd'hui, ça s'en rapproche, mais c'est encore plus précis que la décoration intérieure. C'est un élément de la décoration intérieure, on va dire. Donc voilà, Hmm. ça s'est précisé au fur et à mesure, mais au début, c'était une idée très large et qu'il fallait passer jusque dans l'entonnoir et affiner au fur et à mesure des années, quoi. Pour rester plutôt dans le domaine de l'enfance, et puis après Ouais, on oui, oui. creusera cet entonnoir. Est-ce que il y a un message que tu aurais aimé entendre quand tu étais petite et que tu n'as pas entendu? Hum. Alors, c'est peut-être, je pense que j'aurais plus aimé qu'on me dise vraiment de faire ce que j'aime. Voilà, tout simplement, et de me dire t'inquiète pas, fais ce qui te plaît parce que c'est là que la voie est. Et ouais, en tout cas, je pense que c'est quelque chose que j'ai réalisé très fort après et que je m'évertue à dire partout autour de moi parce que c'est une conviction très très ancrée, quoi. Qu'en fait, la clé, elle est là, fais ce que tu aimes et tu seras à la bonne place, et c'est aussi simple que ça. Donc voilà. Et je pense que Hmm. quand au moment où l'enfant il doit choisir son orientation, on réfléchit pas toujours comme ça. Malheureusement, on a plus la logique du monde à penser pratique, financier, etc. Et on oublie l'aspiration euh, essentielle de base qui est là et qui demande juste à être écoutée, quoi. Donc voilà, Hmm. je pense que ouais, j'aurais aimé qu'on me dise, qu'on appuie plus sur ça, quoi. Est-ce que finalement, tu as dû un petit peu te battre pour pouvoir prendre une voie de l'artisanat, ou tu as fait de revirements? Ouais, et ben c'est exactement ça. Ça a été assez difficile, bah, même si l'idée était assez claire dans mon esprit. Une fois que je l'ai concrétisée, il fallait avoir le courage de la réaliser, quoi. C'était pas le tout d'avoir ce grand idéal. Il fallait euh, assumer cette idée de vivre d'un métier de l'artisanat, et c'est pas facile, quoi. Quand on a Hmm. 18, 19 ans, on a peur, on a beau avoir des idéaux, quand on les confronte à la réalité, on se dit mais est-ce qu'on va réussir à survivre? Donc j'en suis pas tout de suite venue à la poterie. C'est vrai que d'abord j'ai fait la faculté pour me rassurer, et puis c'est qu'après coup que je me suis dit mais Hmm. non, mais qu'est-ce que je fais là? Je pense que mon aspiration de base était trop forte et je pouvais pas la taire plus longtemps que 1 ou 2 ans, et j'aurais pas pu m'oublier ou me trahir plus longtemps. Donc finalement, j'ai pris mon courage Hmm. à 2 mains et j'y suis revenue, mais ça a pas été évident tout de suite, quoi. Avant de vraiment passer à ton parcours, je voulais quand même te demander, Mhm. si on revient au moment de l'enfance, toi, dans quel cadre en fait spirituel est-ce que tu as grandi? Alors le cadre spirituel, c'était donc pendant la petite enfance. Au début, j'ai plus majoritairement vécu avec ma maman qu'avec mon papa, donc elle a eu peut-être plus d'influence au début, donc enfin plus d'influence. En tout cas, c'est elle qui a plus fait les choix pour notre orientation spirituelle, dans le sens où elle a pas voulu par exemple nous baptiser alors que mon papa aurait bien aimé, et elle a c'est elle qui a fait ce choix-là, mais elle a quand même tenu à nous inscrire au catéchisme pour qu'on découvre simplement la religion qui est liée à nos traditions, etc. Donc voilà. Alors ma mère était pas spécialement pratiquante, mais elle était ouverte. Enfin, de temps en temps, elle nous emmenait à la messe, mais je sentais que ce soit ça ou autre chose, en fait, tout ce qui pourrait la nourrir spirituellement, c'était bienvenu.
Et voilà, mon papa était aussi d'accord avec ça. Donc, on va dire que c'était une forme il y avait une spiritualité une fois qui était présente, mais oui, assez ouverte, en fait, hein. Ok. Et toi, tu te souviens justement quand tu étais petite, est-ce que tu croyais en quelque chose ou Ah tu ouais. suivais le mouvement comme ça? Bah, je suivais le mouvement au catéchisme. Je pense que j'avais pas en tout cas, de foi chrétienne ancrée. Quand on est petit, on écoute simplement ce qu'on nous dit, mais en tout cas, pour une fois plus intérieure, je pense que quand on est enfant, alors, je ne sais pas, peut-être que je généralise trop vite quelque chose qui est que de moi, mais j'ai l'impression que spontanément, on croit, quoi. Bon, en tout cas, pour moi, oui, ça a toujours été assez évident. Je crois qu'il n'y a pas eu de avant, après. Ou un jour, je sais que oui, c'est vrai, ça arrive, il y a des personnes qui du jour au lendemain se rendent compte qu'il y a quelque chose alors qu'ils avaient été athées toute leur vie, mais moi pas du tout. Je crois que ça a toujours été, oui, évident et je crois que je pouvais même pas m'imaginer qu'il en soit autrement tellement c'était évident. Ok. Et si tu pouvais décrire en une ou deux phrases ta Mhm. spiritualité aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais? Euh, hmm. Ouais, je dirais elle est surtout intérieure, hein. C'est ça que j'ai fini par comprendre au fur et à mesure des années, c'est qu'on cherche beaucoup de réponses à l'extérieur. Et c'est sûr que ça aide, c'est pas mal parce que je pense qu'on a besoin comme nous, on a besoin d'un corps pour faire des choses dans la vie. On a aussi besoin de mettre un corps à notre spiritualité pour la comprendre ou au moins d'avoir un média pour accéder à quelque chose de plus grand. Mais au final, bah, le meilleur corps, c'est notre temple à l'intérieur. J'ai l'impression que c'est par une connexion intérieure qu'on, ouais, qu'on atteint enfin, qu'on est en lien avec les vérités les plus essentielles et que des choses extérieures peuvent aider, mais en tout cas, je pense qu'on a tendance, en tout cas moi j'ai tendance à peut-être me perdre dans des choses extérieures. Et c'était ce mouvement-là euh, de me dire le plus important c'est de toujours revenir à l'intérieur et de regarder ces choses-là à l'extérieur toujours depuis l'intérieur et pas me perdre à l'extérieur. C'est peut-être très abstrait ce que je dis, mais en tout cas, j'ai appris avec le temps que la foi, elle est à l'intérieur, elle est pas dans les livres. Enfin, elle est dans les livres seulement si ce que je lis, ça va être validé à l'intérieur. Mais Hmm. parfois, je trouve qu'on a tendance à un petit peu s'égarer à l'extérieur sans consulter la lumière qui est déjà en nous et qui sait tout simplement. Hmm. Et est-ce que tu dirais que c'est le fait d'avoir vraiment trouvé ta voie et de travailler la terre en tant que potière qui t'a permis de, Hum. de réaliser ça en toi vraiment ou non, c'était tout simplement un processus qui s'est fait en parallèle du fait que tu grandisses, mûrisses. Oh bah, je pense que les deux sont liés, mais oui, tu as raison. En tout cas, le fait de me lancer et d'oser suivre ce pourquoi, en tout cas, je crois que je suis faite, ça a énormément agrandi ma foi parce que même si depuis toujours c'était évident que je voulais faire ça, avant de me lancer, j'ai eu une énorme phase de peur où d'un coup les réalités du monde m'ont un petit peu rattrapée et où c'est comme si j'avais peur et je croyais plus en tout ce en quoi je croyais jusqu'ici, j'avais peur de m'être trompée. Et Hmm. donc, ça a été très dur de passer au-delà. J'ai eu l'impression d'avoir une montagne vraiment énorme face à moi. Et une fois que je suis passée au-delà de ça, mais je me suis rendu compte, en fait, je sais pas comment dire, c'est comme si j'avais fait mon travail de m'écouter à l'intérieur et là, toutes les portes sont ouvertes et j'avais qu'à marcher et j'étais portée. Et je me suis dit, bah, en fait, à partir du moment où on écoute ça, mais on est absolument protégé, absolument guidé, absolument tout le temps béni. Enfin, il y a plus aucune possibilité d'erreur, de malheur, d'écueil. Enfin, je sais pas comment dire. Je me suis dit, voilà, toutes les grâces s'ouvrent à ce moment-là. Donc, c'est sûr que ça a énormément agrandi ma foi au moment où je me suis lancée parce que finalement, même si j'avais très peur en amont, une fois que j'étais dans le bain, bah, je me suis dit, je sais que j'ai eu raison et je sais que voilà, il y a quelque chose de plus grand qui est à l'œuvre, qui me soutient et si je n'avais pas emprunté ce chemin-là, je l'aurais jamais su et sûrement que ma foi aurait pas grandi de la sorte. Donc oui, t'as raison, c'est Hmm. certainement bien allé.
Ok, intéressant. Mm, mm, mm. Et pour comprendre, alors, Oui. donc t'as eu cet élan vers l'artisanat, donc si je Mhm. comprends bien, en fin de lycée, c'est ça, ou c'était déjà Ouais, présent oui, c'est avant? ça. Ouais. Oui, oui, oui. Et le métier alors de potière est Mhm. venu encore plus tard, ou alors il est venu très très rapidement? Euh, Alors, le métier de potière, peut-être que j'en avais une vague idée parce que je me rappelle y avoir songé. Parce que donc, je t'ai dit que j'étais allée à la fac. Après, donc, j'ai fait un baccalauréat général. Mais en fait, avant la fac, la vérité, c'est que j'ai fait une année de mise à niveau en art appliqué. Je sais pas si Hmm. tu connais, c'est MANA, c'est une genre de prépa pour des écoles d'art après. Parce que je voulais déjà faire de l'artisanat. Non, même à ce moment-là, je voulais être décoratrice d'intérieur. C'était ça mon idée toujours Ok. à la base. Et en fait, vu que je venais d'un bac général littéraire qui était très intellectuel quand même dans le côté où on rédigeait beaucoup de choses, on lisait beaucoup de choses aussi, de me retrouver du jour au lendemain à faire quelque chose de purement manuel et plus intellectuel ou même euh, intellectuelle dans le sens de la philosophie. Il y avait déjà peut-être une forme de foi qui était présente à ce moment-là, je sais pas, mais où voilà, de réfléchir sur les choses du monde. Bah d'un coup ça m'a manqué et j'ai eu l'impression de me retrouver comme mon centre aéré à faire plus que des choses manuelles et je crois que je sondais pas encore la richesse de ce métier-là et j'avais pensé à potière mais Hmm. je m'étais dit oh non ça doit être ennuyant, ça doit être répétitif, ça doit être toujours la même chose. Mais et ça a dû venir petit à petit en même temps que moi je grandissais et que je voyais peut-être plus de magie dans ces métiers de l'artisanat. Et en fait maintenant ça me revient, c'est quand j'ai poussé la porte d'un atelier d'un potier un jour qui avait un atelier mais minuscule vraiment au bord d'un canal. Il avait sa petite maison collée à son petit atelier, mais je crois qu'on peut pas faire plus petit quoi. Ça faisait 15 mètres carrés vraiment, alors qu'on a besoin quand même un peu de place pour un atelier. Et c'était, on pourrait dire pas miteux, mais presque quoi. C'était vraiment la simplicité même. Tout était très épuré. Il y avait le strict nécessaire. Et je me disais, mais de là sort ces merveilles quoi. Et il part de ça d'un atelier poussiéreux avec une mode d'argile informe. Et il y a des bols bleus, violets, magnifiques qui en sortent. Et je pense que c'est là que j'ai été touchée et que j'ai compris ce que j'avais pas compris avant et qu'il fallait que je voie pour que ça éveille en moi quelque chose, quoi, tout simplement. Ah, c'est beau cette rencontre. Est-ce Ouais. que t'as gardé contact avec ce monsieur? Est-ce qu'il sait que t'es devenue potière par la suite? Oui, bah quand j'ai fait ma formation, je suis allée faire un petit stage chez lui. Et Hmm. de temps en temps, j'y retourne. Alors maintenant, il est à la retraite et j'ai pas l'occasion d'y aller souvent, mais oui, il y a un petit lien entre nous qui est resté. Ok. Et donc, t'as fait, bah, j'imagine une formation spéciale pour faire de la céramique. Je sais pas trop ce Ouais. qu'on fait en fait comme formation pour ça Eh d'ailleurs. ben, si on commence très jeune, on peut faire un CAP, puis poursuivre après sur un BMA, brevet des métiers d'art, puis un DMA, qui est ce qu'on fait après la mise à niveau en art appliqué dont je te parlais. Mais en fait, plus tu montes dans les études et plus tu fais de la conception et moins tu apprends le métier en lui-même. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une formation diplômante pour adultes qui se reconvertissent en un an. Donc voilà, c'était un an, on apprend les bases du métier. Ça, c'était après, donc parce que oui, j'ai pas terminé ce que je disais quand je disais que j'avais fait cette mise à niveau en art appliqué et que j'avais, à ce moment-là, pas sondé forcément la magie d'un métier artisanal en particulier et que je m'imaginais finalement pas être décoratrice d'intérieur parce que pour ça, il fallait faire un BTS design d'espace où on faisait que des maquettes en carton, ce qui me plaisait pas du tout. Donc à ce moment-là, je me suis dit non, mais je crois que en fait la philosophie, tout ça, ça me plaisait bien. Donc je suis allée 2 ans à la fac en psycho et en philo, puis après Hmm. plus qu'en psychologie. Et puis en fait en deuxième année, je me suis dit bah tout ça c'est très bien, mais je sens qu'il y a quand même autre chose qui m'inspire et je pense que cette rencontre avec le potier devait être dans ces 2 années-là et ça m'a fait vraiment tout arrêter, travailler pendant un an pour économiser et faire cette formation dont on vient de parler. Hmm.
Donc voilà, au début, c'était un peu sinueux. Mais il y a aucun moment où tu as douté? Parce que du coup aussi, je comprends bien, ouais, tu as dû arrêter tes études, travailler pendant 1 an pour cet objectif-là, Oui. faire la formation et c'est vrai que comme c'est hyper particulier comme métier, je me Mmh. dis, vraiment tu savais en toi que c'était ça que tu voulais Ah mais faire? oui, mais par contre, une fois que j'ai su et pour te dire, ça maintenant je me dis: «Mais oui, ça reste rétrospectivement, c'est fou quand même». C'est que je n'ai même pas essayé, de tourner ou de prendre des cours avant de me dire, «Je vais faire ça et ce sera ma vie», tu vois? Je suis entrée dans cet atelier, je me suis dit: «Waouh!» enfin, tu sais, c'est vraiment la petite étincelle discrète qui s'allume au fond du cœur et tu sors et tu te dis: «Mmh c'est très discret mais c'est très profond aussi». Et et après ça, bah, je me suis renseignée auprès de potiers. En fait, ce qui me non, mais faut croire que j'avais déjà quand même beaucoup peur à l'époque. C'est que ma question principale, c'était: «Est-ce que je vais réussir à en vivre?» C'était pas: «Est-ce que ça va me plaire, Mmh. ça va pas me plaire?» Ça, c'était genre je sais. Il y a une certitude à l'intérieur. Tu vois, quand je regardais des vidéos de potiers, ça me fascinait. Je me disais: «C'est moi, je veux être là, je veux faire ça». Mais par contre, j'avais appelé énormément de potiers pour mener mes petites enquêtes et leur dire, comment vous avez fait, comment vous êtes formés, quel a été votre investissement de départ, comment au bout de combien de temps vous avez réussi à en vivre, comment vous vendez. Enfin vraiment, j'avais souci de tout le concret, quoi. Mmh. Voilà. Ouais, c'est vraiment rigolo parce que moi, j'ai essayé une fois de Ouais. tourner, et c'est hyper difficile, ouais, ça Ah me oui, paraît ah bah, voilà, du vraiment coup, tu te rends très, très compte, dur. un peu de ce que c'est. Ouais, il y avait un côté évidemment très ludique, très rigolo et tout ça, Oui, mais waouh, c'est pas simple au premier abord. ouais. Donc oui, c'est fou, je trouve que, finalement tu te sois lancée, corps et âme, on va dire, là-dedans sans même, essayer concrètement. Ah non, mais c'est ça, mais quand je me dis: «Mais quand on parle de confiance, aveugle, c'est vraiment ça». Parce que quand je suis arrivée à ma formation, en fait, j'étais surprise. Je me suis dit: «Ah mais c'est ça le métier», tu sais? Puisque je savais pas grand-chose dessus. J'avais même pas, sondé à quel point c'était complexe, en fait, que c'était un vrai savoir-faire et tout ce que ça impliquait d'apprendre tous les jours la même chose, les mêmes gestes pour commencer à maîtriser quelque chose, puis même la dimension des cuissons, du feu, de la chimie, de l'émail, mais des choses que j'étais à 1000 lieues de m'imaginer, qui sont hyper dures. Et du coup, bah, je suis arrivée le premier jour, je me suis dit: «Ah oui, bah, allons-y, hein», ça m'a pas dissuadée pour autant, mais j'avais même pas imaginé, quoi. J'allais plutôt de fascination en fascination, quoi. C'était plutôt un émerveillement, qui certes était assez, enfin effrayant dans le sens où c'était intimidant parce que c'était beaucoup de choses à apprendre et ce sera beaucoup de choses à apprendre toute la vie encore. Mais en tout cas, ça confirmait que ce métier était absolument, fascinant, quoi. Et tu t'es sentie dans ton élément alors, tout de suite? Oh ouais, oui, oui, Ouais. franchement, j'ai passé une année de formation, qui était incroyable, quoi, où je sentais que là, mon émerveillement, il pouvait être, renouvelé tous les jours, ouais. Mmh. Parce que c'est vrai que, bah, sur Instagram justement, tu partages beaucoup sur ton processus, créatif et même, bah, tout, bah, le process de A à Z finalement et c'est hyper intéressant. Moi non plus, je me serais jamais imaginée, c'est grâce à toi finalement que je OK. découvre petit à petit, tout ce qu'il y a derrière, juste la création d'une tasse Ouais. et oui, il y a un côté qui semble très, très, très complexe entre les différentes, cuisson, entre, les tests d'émail que tu fais. Je sais pas si tu peux nous raconter, ton approche de l'argile et combien de temps tu mets, par exemple, pour faire une pièce? Je sais pas si c'est possible de nous décrire rapidement le Ouais. processus? Et bah, alors, je peux décrire, oui, rapidement les étapes. Donc tout en te disant que, la durée alors pour une pièce, c'est difficile à dire, mais je peux te dire pour une série de pièces parce que je fais jamais, une pièce de A à Z, tu vois? Et puis après j'en recommence une autre. Je fais toute une série de pièces et sur cette série de pièces, je fais chaque étape et ça, moi, généralement, ça me prend minimum 1 mois. Mais après, ça me prend 1 mois parce que, ça me prend 1 mois pour remplir, ce four-là que j'ai qui fait 130 litres, tu vois? Mais si j'avais un four qui était beaucoup plus grand, parce qu'évidemment, j'attends que mon four soit plein pour, le lancer, mais si j'avais un four qui était plus grand, je mettrais beaucoup plus longtemps à le remplir et donc ma production mettrait plus longtemps à être préparée. Donc ça dépend de la capacité du four et ça dépend aussi,
de ce qu'on fait sur ces pièces. Moi, je décore énormément, donc ça me prend beaucoup de temps. Mais si j'avais pas de décor, ça me prendrait 2 fois moins de temps. Donc voilà. Et sachant ça, du coup, les étapes, c'est donc le tournage que tu as essayé, qui est le façonnage de la pièce sur un tour. Et après ça, je sais pas si tu avais fait les autres étapes ou pas, si tu avais pu aller jusqu'au bout. Non. Ok. Mais donc une fois que tu as sorti ta pièce, tu vois, que tu as passé le fil et que tu as enlevé ta pièce, tu vas pouvoir la laisser sécher et la mettre à l'envers. Parce que autant le haut de ta pièce est bien formé, mais autant le dessous ne ressemble à rien puisque tu l'as juste enlevé avec le fil et comme ça. Donc là, après va venir le tournassage. C'est quand tu fais plus propre le dessous de la pièce. Et ensuite, tu vas laisser sécher. Donc, le temps de séchage dépend de la saison dans laquelle on est, en fait, de s'il fait humide ou pas. Si en été, ça va très vite. En hiver, c'est très, très long. Voilà. Et puis après, il y a 2 cuissons. Donc, une première cuisson qui permet de solidifier la pièce pour accueillir l'émail, qui est la partie vitrifiée sur la pièce. Et donc, à chaque fois, les cuissons, c'est une petite dizaine d'heures à peu près. Et puis ensuite, il y a aussi les temps de refroidissement. On peut pas ouvrir le four tout de suite après, donc tout ça aussi, ça prend du temps. Et ensuite, il y a une deuxième cuisson, donc à 1280 degrés pour faire fondre l'émail. Et voilà, après les pièces sont prêtes. Ouais, j'ai la sensation que c'est un métier qui enseigne la patience, non? Oui. Je sais. Ouais. Et j'ai oublié l'étape de décor, pardon, qui est une des Ah plus bah oui. importantes en plus, juste après le tournassage. Donc c'était Mmh. avant la première cuisson. Mais oui, oui, t'as raison, ça apprend la patience et surtout la concentration à chaque étape. Parce que la matière, elle retient tout. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui travaille sur un ordinateur, il va pouvoir faire CTRL-Z, revenir en arrière. Mais avec la matière, c'est pas possible. Par exemple, on se faisait la réflexion hier avec mon compagnon, si tu fais une erreur sur la pièce, bah, c'est trop tard, elle est fichue, tu dois recommencer. Donc, ça te demande une attention de chaque instant. Et parfois, ça m'arrive quand je défourne une pièce un peu trop rapidement, que je la choque contre une autre, et je me dis, bah, j'avais l'impression qu'elle était terminée, mais je viens de la gâcher par une inattention de dernière minute de 3 secondes et ça l'a ébréchée. Et voilà, donc ça demande vraiment une vigilance et une présence, une conscience à ce qu'on fait de chaque instant, quoi. Bon, comme dans plein de métiers, hein, mais... Ouais, mais quand même parce que, si j'ai bien compris aussi ce que j'ai pu observer parfois dans tes partages, c'est que, même au moment, de la cuisson, il peut y avoir aussi des mauvaises surprises, par exemple, Oui. que des pièces se cassent à ce Oui. moment-là? Alors ça aussi, je pense que ça dépend de à quel point est-ce qu'on est un aventurier ou pas, à quel point est-ce qu'on a envie d'expérimenter des choses, parce que je pense que je suis surprise sur des choses que je maîtrise pas parce que j'ai fait de nouvelles choses. Mais si je prenais toujours la même terre, le même émail, que je fais toujours le même type de pièce, que je sais que ça fonctionne, bon, il y a peu de chances que j'ai de la casse. Ça peut arriver de temps en temps si on n'a pas fait attention, je sais pas, à une pièce qui était pas assez sèche, qui va exploser ou ce genre de choses. Mais si on a rodé un processus et qu'on fait toujours le même, on a moins de chances d'être surpris que si on explore de nouvelles choses, comme c'est un peu mon cas. Donc OK. Ah oui, forcément, je me laisse un peu plus surprendre, quoi. d'accord. Et est-ce parce que du coup tu as l'air, d'être quelqu'un de très posé. Hem Ouais, ok. Mais alors, je sais pas si c'est parce que d'un côté, ça a l'air assez stressant aussi, je trouve, comme processus, la façon dont tu le décris, parce que comme tu le dis, finalement, à chaque instant, il faut être vraiment hyper présent à ce qu'on fait, sinon, bah, voilà, il y a réaction en chaîne et on perd tout le travail qui a été fait. Comment tu le vis? Parce que, juste avant qu'on se retrouve, on discutait donc, en off et tu me disais que tu étais hyper détendue, que de toute façon à l'atelier, tu étais toujours, très, très sereine. Je sais plus quel terme tu as utilisé. Donc j'étais curieuse de Oui, ça. Comment tu le vis? Est-ce qu'il y a une part de stress, de pression ou pas du tout? oui, bah, je pense que la pression, là, surtout au début quand on est dans l'apprentissage, mais après quand on commence à maîtriser, tu sais, comme dans tous les métiers, il y a des choses qui s'automatisent en fait et tu les fais sans trop réfléchir, sans trop stresser, juste en étant là. Et puis, oui, de toute manière, je pense que si t'es dans l'artisanat vraiment, si t'es pas bien dans ce que tu fais, tu vas rien réussir à faire, donc t'as pas le choix que d'être bien, sinon ça va se voir, se sentir et se répercuter dans les pièces que tu crées, quoi. Donc Mmh. voilà, mais non, au quotidien, je le vis très bien. Il n'y a pas de stress particulier, si ce n'est que dans les périodes où
où voilà, je dois anticiper des des périodes de forte production comme c'est le cas avant l'été ou avant Noël, mais c'est pas non plus un stress. En fait, ça me stresse pas, je pense, parce qu'il y a pas quelqu'un à l'extérieur qui me stresse. C'est que une histoire avec moi-même, donc c'est pas bon. J'essaie de pas m'auto-stresser. Et puis je pense que j'ai beaucoup stressé avant de me lancer aussi, et ça m'a comme vaccinée. C'est comme si maintenant, en tout cas dans le domaine professionnel, j'arrive plus à ressentir de stress. J'ai compris à quel point ça c'était pas utile. Donc donc voilà, je m'encombre pas trop de ça. Mais quelle chance! Non, mais dans d'autres domaines, je peux être très stressée, hein, y a pas de souci. J'ai quand même cette tendance-là. Voilà, je reste complètement humaine, hein, mais en tout cas dans ce métier-là, oui, je t'ai dit, c'est comme s'il y a une période où j'ai tellement stressé que tu sais, après ça vaccine et tu. Non, mais c'est beau. Et moi, je pense que, en tout cas, c'est la sensation que j'ai, c'est que dans les pièces que tu crées, finalement, un petit peu de ta sérénité est partagée aussi par tes objets. Il y a Ah, vraiment un bah truc c'est comme ça que je génial. ressens. Ok. Ah bah ça me fait trop plaisir parce que c'est ça en partie que j'ai à cœur de partager. Donc si ça se ressent sans même que j'ai à le dire, c'est vraiment génial. Mm. Et avant, je parlais de patience. Est-ce que, ouais, tu dirais que ce travail avec la terre t'a appris certaines choses? Alors, je sais pas si la patience, ça peut être le cas, mais en tout cas, s'il y a d'autres choses qui te viennent que tu as appris par le biais de ce travail. Oui, je pense, mais je suis encore en train d'apprendre, mais c'est parce qu'il y a quand même, il y a des choses que je fais avec beaucoup de facilité et d'aisance, mais il y a quand même une partie qui me met énormément au défi et qui, je sens, m'élève parce que là, au contraire, c'est une corde qui est pas très développée en moi, mais que je peux développer dans ce métier-là. C'est toute la partie plus rationnelle, plus chimique. Quand on fait des tests d'émail, on a vraiment besoin d'être très rigoureux. Il y a un côté très calcul, très scientifique en fait que moi j'ai pas du tout, quoi. Et qui me comment dire, qui qui m'incite une certaine répulsion spontanément. Enfin, moi, au début, pour les mails, vraiment, je me dis, oh non, j'ai pas envie de me prendre la tête, je veux pas peser, je fais une louche de ça, une louche de ci, tu sais, un peu l'artiste très intuitif, quoi. Mais ça marche pas, en fait, au bout d'un moment, si on veut des choses un petit peu précises et reproductibles et qu'on veut comprendre ce qu'on fait, il faut avoir un minimum de cadre, de précision, et ça m'aide à être plus rigoureuse et à me heurter à une autre forme d'intelligence qui est moins développée chez moi. L'intelligence plus scientifique et rationnelle, quoi. Ok. Et Voilà. tu te vois évoluer alors sur ce point-là. Pas à pas, oui. Oui, oui, oui. Vraiment, bah, ne serait-ce que par le fait que je comprends en quoi ça peut être utile et en quoi ça peut me faire évoluer vers des pièces qui soient encore, oui, plus belles et mieux maîtrisées, quoi. Hmm. Ouais. Et au niveau de ton processus créatif, alors c'est quoi tes sources d'inspiration? Donc j'imagine que c'est la nature. Donc toi tu fais beaucoup donc de rosaces. D'où ça te vient? C'était déjà une idée à l'origine quand tu t'es installée, ou c'est venu naturellement? Ça évolue, je sais pas. Mhm. Tu peux nous en parler? Oui, oui, bah c'est vrai que avant même de commencer la formation, j'avais déjà une idée très claire de ce que je voulais faire. J'avais déjà une image en tête de pièces que j'avais jamais vues, parce que c'est vrai que je suis pas devenue potière. C'est vrai que je peux préciser ça, parce que j'avais été fascinée par des pièces à l'extérieur. Tu vois, je trouvais pas spécialement, c'est un comble à dire pour une potière, mais de poterie magnifique. C'est plutôt le processus qui m'a fascinée quand je suis rentrée dans l'atelier. Mais par contre, dans plein d'autres domaines, et notamment dans le domaine de l'art ornemental, j'étais complètement fascinée. Et oui, ce qui peut m'inspirer, par exemple, c'est l'art gothique, les rosaces dans les cathédrales, par exemple, ou alors l'art nouveau. Je sais pas si tu connais, c'est un art très végétal. Par exemple, il y a Moucha qui fait souvent des femmes dans des rosaces avec beaucoup de fleurs autour, ce genre de choses. Ou même plein d'arts ornementaux. En général, je me disais, mais ça, ce serait magnifique sur des pots. Bah, peut-être on fait ça sur des poteries plus maghrébines ou indiennes, ou je sais pas, ou dans les mosquées, par exemple. Il y a
ce travail-là de décoration, mais je le voyais pas beaucoup autour de moi dans les poteries et c'était vraiment ça que j'avais envie de réaliser, mais en plus sur une terre brute, pas qui ait le côté brillant comme on voit souvent. Et donc j'avais déjà cette image-là très précise d'une pièce qui serait émaillée à l'intérieur, mais qui conserverait un aspect brut à l'extérieur avec des gravures et des ornements. Et voilà, après ça, l'idée est assez claire dans ma tête, mais la forme que ça prend, elle change un petit peu tout le temps. C'est ça qui est un peu plus difficile. Parfois, je me dis, est-ce qu'il faudrait pas que ce soit un petit peu plus stable plutôt que de changer un petit peu tout le temps la forme que prend cette idée. Et au final, je me rends compte que à chaque fois, ça me permet d'expérimenter une autre facette de la beauté, puis oui, ça me fait évoluer en quelque sorte. Je crois que c'est sur ton site internet ou peut-être sur ton compte Insta, mais t'as indiqué la beauté sauvera le monde. Est-ce que tu veux nous développer cette phrase? Oui. Eh ben, c'est une phrase de Dostoïevski, hein, c'est pas moi qui l'ai inventée. Mais en tout cas, c'est une phrase qui me parle beaucoup parce que je pense qu'on a tous des choses qui nous touchent particulièrement et qui génèrent chez nous des sentiments nobles, je sais pas comment dire, des sentiments qui nous donnent envie de soulever des montagnes et ou je sais pas comment dire, des choses qui génèrent chez nous une forme d'élévation. Et je sais que par exemple chez moi, qui suis une esthète assez contemplative par nature, ça va passer par alors bien sûr, quand je regarde des choses dans la nature qui sont magnifiques, ça génère ce sentiment-là, mais aussi quand je regarde des créations de personnes. Donc voilà, je pense forcément aux cathédrales, qui sont des créations plus humaines que la nature, qui n'a pas été créée par les hommes. Et vraiment, j'ai cette sensation d'élévation qui est, mais je sais pas comment dire, où je sens que je touche du doigt quelque chose qui est infiniment plus grand et qui est cet élan au cœur de l'homme de construire quelque chose de plus grand. Et je pense que c'est ça qui me touche et qui, en fait, pour le dire très crûment, quand je regarde, voilà, par exemple, une peinture que je vais trouver magnifique ou une création humaine qui est magnifique et que je vais la trouver imprégnée d'une certaine transcendance, j'ai l'impression de toucher Dieu du doigt, tu vois. C'est comme si d'un coup, il y a quelque chose de plus grand qui est ramené dans une création. Et c'est pour ça que je me dis, la beauté peut sauver le monde parce que la beauté peut amener euh, Dieu aux hommes, tout simplement. Et que je pense que c'est ce dont on a le plus besoin, de cette conscience d'une transcendance, de quelque chose de plus grand que nous qui guide nos vies et qui peut se manifester par plein de manières différentes, mais par le biais de la beauté, c'est un biais que je trouve particulièrement touchant, quoi. Et est-ce que c'est facile pour toi d'en parler au quotidien? Parce que du coup sur Instagram, finalement tu distilles un petit peu Ah oui, c'est des choses exactement ça. dans ce sens. Mais est-ce qu'au quotidien, ouais, c'est quelque chose dont tu parles facilement? Ah non, pas du tout. Non, non, pour moi, c'est quelque chose de très intime, en fait, de très profond. C'est pour ça que c'est assez perturbant d'en parler parce que j'en parle pas forcément au quotidien. Mais c'est autant intime que c'est ce qui m'anime le plus au monde et que forcément, je peux pas m'empêcher de partager et de distiller, comme tu dis, à travers mon activité. Mais à la fois, je pense que si j'ai pas choisi le métier de psychologue, philosophe ou mystique, j'en sais rien, c'est parce que j'avais, je me disais, c'est pas forcément utile d'en parler. Ce qui est le plus utile, c'est que ça se voit et que ce soit que j'ai pas besoin d'en parler, que ce soit incarné dans ce que je fais. Et voilà, c'était, je pense, ça le plus important pour moi. Peut-être que c'est une manière d'en parler sans en parler, sans avoir besoin d'en parler, mais qui est tout aussi belle. Ouais. Hmm. Ouais, Et carrément. mais par contre, oui, ce que tu dis que je distille sur Instagram, c'est plus des choses qui moi vont m'édifier et m'inspirer dans ma foi, que je lis et que je partage, mais c'est pas forcément moi qui en parle directement. Tu vois, il y a toujours un média en fait, que ce soit par les choses que je crée ou par des phrases ou des écrits qui m'ont inspiré et que je partage à nouveau.
Et donc, à côté de ton métier, dans ton quotidien, tu lis beaucoup alors? Ouais, ouais. Enfin, oui, j'aime quand il y a quelque chose qui me plaît. En tout cas, oui, j'aime bien lire, effectivement. Et est-ce que ça tourne alors beaucoup autour de sujets d'intériorité, de connexion, ou est-ce que c'est vraiment de tout? Bah oui, c'est des sujets qui ont plutôt trait à la spiritualité au sens large. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai lu un livre de Sri Aurobindo, qui est je sais pas comment on peut appeler ça, un maître, un penseur, voilà, dans la spiritualité plutôt indienne. Et là, je lis complètement autre chose pour te montrer que c'est pas cantonné à une religion ou une philosophie en particulier. C'est Maria Valtorta, qui était, je sais pas si tu connais, une mystique chrétienne qui a eu à la fin de sa vie des visions pendant 30 ans parce qu'elle était alitée, elle était malade, de toutes les évangiles, enfin de toute la vie de Jésus et des apôtres de manière très très précise, très nette, et elle a été amenée à les compiler dans au moins 11 ouvrages, et tous les jours elle écrivait ces visions-là avec des descriptions très précises et très nettes, et voilà, je trouve ça fascinant aussi. Enfin, en fait, c'est des petits éléments piochés à droite à gauche qui édifient ma foi, quoi, quelle que soit la forme dans laquelle ça va être exprimé. Merci à Mathilde de s'être livrée sur ce qui l'a fait vibrer au plus profond d'elle-même, que ce soit sur son processus de création ou sur sa manière de faire de la place à l'intérieur pour se laisser guider par la transcendance et la beauté. Dans le prochain épisode qui sortira dans 2 semaines, vous entendrez la suite et fin de cette interview. Nous creuserons avec Mathilde la question de la foi en nous posant la question suivante. Choisir la stratégie du monde ou la stratégie divine ? Alors, on le crée ce nouveau monde ? Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à en parler, à vous abonner, à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast et à me laisser des commentaires. D'autres pourront ainsi le découvrir à leur tour et c'est comme ça que vous m'aiderez le plus. Et puis, c'est aussi une manière de mettre votre pierre à l'édification de ce nouveau monde. Et si vous voulez aller plus loin et me soutenir financièrement, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee. Pour en savoir plus sur le podcast, rejoignez-moi sur Instagram ou sur Facebook. On se retrouve dimanche dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à danser avec le vent du changement.